GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Antoine. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, merci. Bon, ravi de te recevoir parce que ça fait en plus quelques semaines qu'on essaye d'enregistrer. Mais Exactement. c'était un mal pour un bien parce que tu travailles pour l'événement NFT Paris qui arrive dans 6 semaines au moment où on enregistre. Donc ça sortira peut-être un petit mois avant l'événement. Donc au niveau du timing, on est parfait. On est pas mal, ouais. Et comme tu me le disais en off, après tu vas rentrer dans le rush, donc je n'aurais pas pu t'avoir, donc on Alors, très est... heureusement, on est déjà dans le rush, Ok, mais c'est que ça s'accélère de plus en plus au fur et à mesure qu'on approche de l'événement. Ce qui paraît d'ailleurs très logique, tout simplement. c'est ça, les auditeurs sont rassurés, ça se bouge en coulisses. Ah oui, mais ça fait bien 6, 7 mois qu'on bosse dessus, voire plus. Donc, on n'a pas attendu le dernier moment pour s'y mettre quand même. J'imagine, et puis c'est pas la première édition, donc vous êtes Exactement. aussi rodés, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu Avec plus tard plaisir. dans l'épisode. Est-ce que avant d'attaquer ce gros morceau notamment, tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire comment t'es arrivé dans le Web3 et qu'est-ce qui t'a amené à bosser pour cet événement ou à faire peut-être d'autres projets? Carrément. Bon, bah, sans surprise, je m'appelle Antoine. J'ai pas été chercher bien loin pour mon pseudo dans le Web3. C'est vraiment mon prénom et la première lettre de mon nom de famille. Alors moi, il faut savoir que je suis encore en études. À l'heure actuelle, j'ai 23 ans. Bientôt 24 d'ailleurs, juste un peu avant NFT Paris, ça sera le 6 février. Et je suis encore en études, je suis en dernière année de master en data analytics, après avoir fait une première année en marketing digital et business. Euh, et du coup, je fais mon alternance en fait à NFT Paris depuis maintenant 2 ans, Ok, top. parce que j'ai même commencé par un stage de 6 mois à NFT Paris, et j'ai enchaîné ensuite, ils m'ont pris en alternance pour les 2 dernières années d'études. Donc je suis encore en études, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses que j'essaie de gérer en même temps, en parallèle. Donc autant côté NFT Paris que côté de mes études, mais d'autres projets que je vais pouvoir, je pense, aborder par la suite. Quoi dire de plus? Du coup, j'ai commencé dans le Web3 en fin 2022, donc assez tard, mine de rien, par rapport à la tendance spéculative autour des NFT qu'on a pu voir passer en 2021. Je n'ai pas connu toute la phase 2021. Je suis arrivé fin d'été 2022. J'ai Et, commencé à c- me renseigner sur tout ça. et parce qu'en 2021, t'étais pas du tout, t'avais même pas de crypto, t'en avais jamais entendu parler, ou c'est Rien que du t'es tout. pas, t'es passé à côté? Alors, Ouais, non, t'étais niveau je zéro, suis, quoi. ouais, non, je suis passé à côté et en fait, j'en avais déjà entendu parler d'un pote qui, mais alors là, ça remonte, je crois que c'était 2017, j'avais à peine, même je crois que c'était plus tôt, je crois que j'avais 15, 16 ans, un pote légèrement plus âgé qui nous a, bah, on se voyait souvent parce que c'est des potes d'enfance et avec mon frère et moi, un jour, il nous parle de ce fameux Bitcoin en nous disant qu'il a vu ça passer, que ça a l'air hyper intéressant, sauf que nous, on était en train de jouer à des jeux bah, d'enfants, des nerfs, des trucs comme ça. Et ça nous paraissait tellement loin, tellement abstrait, tellement flou et pas clair qu'on se dit, bon, bah, ok, cool, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et puis en fait, on est passé à autre chose très rapidement. Et je te mens pas que je m'en mords un peu les doigts, parce qu'à ce moment-là, je m'en souviens, il disait qu'il avait acheté un Bitcoin pour 600 dollars, un truc comme ça. Enfin, ça remonte, donc c'était pas très cher. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin et de crypto-monnaie au sens large. Mais mon expérience personnelle, elle a réellement débuté aux alentours de fin août, début septembre 2022, où à ce moment-là, en fait, j'étais en études de sport management à Londres, en semestre d'études à Londres. Et j'avais cette volonté de me dire, il faut que je trouve un moyen d'avoir une source de revenus supplémentaire, parce que j'étais déjà très indépendant financièrement parlant. Enfin, je me payais mes études, mais aussi appartement, la vie tout autour et tout ça. Et il fallait que je trouve un moyen d'avoir une source de revenus, en plus des études qui me prenaient pas mal de temps, mais quelque chose que je voulais qui soit fun en fait. Et j'ai vu passer.
je sais plus d'ailleurs comment j'ai vu passer la première vision. Enfin, qu'est-ce qui m'a fait tilt et qui m'a dit, ah tiens, ça, il y a un truc, je m'en rappelle plus trop. Je pense que ça devait être sur Twitter, en effet, parce que j'avais mon compte d'ouvert avant d'être dans le Web3. Et j'ai dû voir passer des trucs sur Twitter en me disant, OK, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde en parle. Et en fait, à force de curiosité et d'essayer d'approfondir le sujet, je me suis rendu compte que ça avait l'air déjà très fun, très intéressant, et qu'il y avait un potentiel de se faire de l'argent rapidement et non pas facilement, qui était très intéressant. Et c'est ce qui a marqué en fait tous les débuts pour moi. Sauf Et que du coup, plutôt côté crypto, plutôt côté NFT? alors plutôt côté NFT, ouais. Enfin, même Dans un si les deux premier sont temps, liés, moi, mais NFT, ouais, ok, ouais, ça ouais. marche. Moi, mon premier focus, c'était vraiment NFT. Dès le début, j'ai compris d'ailleurs ce que c'était un NFT avant de comprendre ce que c'était une crypto. Et j'ai un peu, malgré moi, dû apprendre et me tourner vers le monde de la crypto pour combler des erreurs que j'avais faites dans les NFT. Mais ça, je pense que je vais pouvoir y venir. Mais globalement, bah ouais, là où je suis content quand même de moi, c'est que j'ai pris le temps de me former et d'apprendre ce que c'était un NFT, comment ça fonctionnait et surtout comment analyser les projets avant d'investir et du coup, entre guillemets, de perdre de l'argent bêtement. Donc j'ai bien pris entre le moment où j'ai commencé à me dire, OK, là, il y a un truc à faire et mon premier investissement, je crois que j'ai bien pris 4 mois et demi, peut-être 5 mois, où j'ai absolument pas investi, où en fait j'ai suivi pas mal de projets et surtout, moi, j'ai essayé d'apprendre un maximum parce que j'avais au fond de moi ce truc de me dire, si je comprends pas ce que c'est, si je comprends pas comment ça fonctionne, j'arriverai pas à bien investir. Ça, c'est un premier point. Et surtout, j'aurais du mal à mettre de l'argent, mettre mon argent dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc, j'ai vraiment eu cette démarche de formation un peu intensive, de manière indépendante, hein. Je pense qu'on est tous passés par là, mais c'était un grand coup de vidéo d'Asher à remonter aux toutes premières vidéos qu'il avait faites et tout suivre, mais aussi des formations un peu plus poussées, soit à travers des documentaires, des articles. J'ai eu pas mal de trucs aussi. J'ai plus en tête les références précises, ou même d'autres youtubeurs français ou anglophones, parce que j'ai la chance de pouvoir parler et comprendre l'anglais aussi. Donc ça m'a permis d'ouvrir un peu mon champ des possibles d'apprentissage à l'échelle internationale. Et une fois que j'avais ce sentiment de me dire, ça y est, je comprends globalement ce que c'est, comment ça fonctionne, pas forcément dans du technique pur. Je sais pas comment on crée un smart contract, tu vois, mais comprendre comment ça fonctionne et surtout, j'ai essayé de comprendre comment anticiper et analyser qu'est-ce qui fait qu'un projet NFT qui sortait à l'époque, en tout cas, fonctionnait et allait pouvoir ben, performer d'un point de vue financier pour derrière moi que je puisse me faire de l'argent. Donc j'ai Sachant, suivi pas mal de projets. Ouais, dis-moi, pardon. ok, ouais, est-ce que sachant que toi, si tu t'y intéressais, bah, c'était un petit peu comme moi, je t'ai intéressé rapidement début janvier, mois 2022, fin 2021, début 2022, puis il y avait tout le grind de whitelist qui m'avait écœuré, du coup Ouais, j'étais resté à l'écart pour me réintéresser au NFT plutôt début 2023, un an après. Donc toi, tu t'es un peu ok, intéressé à la même période du deuxième partie d'année 2022. Donc là, le marché il commence à être exact. bien down, hein, je pense, de mémoire. Alors, à ce moment-là, on était encore au top parce que je me rappelle avoir acheté de l'Ether à 4000, 4004, Ah oui, ouais, donc là où ok. c'était au top. Ouais. Donc, je pense en fait, on était vraiment sur les dernières semaines du top et ça commençait à baisser petit à petit. Mais à ce moment-là, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était un bull market ou un bear market. Ça, d'ailleurs, c'était une de mes erreurs, mais que j'ai comblé par la suite, de vraiment rester focus sur les lancements des projets NFT, sur les NFT purs, mais de rien suivre de l'économie, entre guillemets, et surtout du marché à l'échelle bah, globale. Mais ouais, enfin, les premiers projets que j'ai suivis, c'était en effet fin d'année 2022, début 2023. C'était par exemple, je me rappelle, les plus gros en tendance à ce moment-là, c'était notamment Ape Prime, les singes qui n'avaient pas encore minté. Il y Ah, avait c'était hype de zinzin, ça, non? ça, c'était hyper hype. Et en même temps, il y Ouais. avait Invisible Friends et ça, pareil, j'étais dans les Discord. Bon, en effet, il y avait cette phase de grind de whitelist que j'ai d'ailleurs, j'en ai subi pas mal. Mais pour le coup, je me souviens, le Discord Invisible Friends ou même Ape, c'était abusé. Le nombre de personnes, je crois, il y avait 230 000 personnes dans le Discord. Ça parlait jour et nuit. Il y avait tout le temps du monde
dans les VC. Enfin, c'est oufissime de voir là, cette hype qu'il y avait autour de tout ça. Donc, c'était, en vrai, limite, c'était prévisible que ça allait exploser par la suite. Mais bon, j'ai pas réussi à choper ma whitelist. Et ensuite, bah, j'ai essayé, en effet, en grindant et à travers le fait de me faire des connaissances aussi, de choper des whitelists dans des projets que j'estimais intéressants et sur lesquels j'avais l'impression de pouvoir faire quelques bénéfices. Encore 0,12 floor price tape. Prime pour ceux qui veulent en prendre un. Ouais, alors ça a bien baissé ça, quand on sait que le top, je crois que c'était 9 Ethers, c'est monté un truc comme ça, je crois. Ouais, avec Je un confonds Ether avec à 4 en plus, j'imagine. En plus, ouais, ouais, non, c'est comme Invisible Friend, c'est monté à 9 Ethers aussi sur l'ATH de mémoire. Mais d'ailleurs, c'était juste post-mint, hein. Mais ouais, c'était fou ces deux projets-là. C'est les deux gros projets au moment où j'ai commencé à, à, à grinder mes whitelists et à investir dans certains projets. Bah, c'est vrai que quand on n'a pas vécu un gros down d'une collection, on a du mal à penser que ce soit possible que la collection elle passe de plusieurs Ethers à zéro. Je trouve que dans les mêmes coins, on arrive à un peu plus le voir avec les graphiques et c'est peut-être un peu plus rapide, quoique. Mais C'est c'est sûr. vrai que, étant arrivé un petit peu sur le tard, moi j'avais l'impression que c'était pas trop possible qu'une collection puisse aller à zéro. Puis par exemple les Moonbirds, etc. Moi j'avais pas forcément trop connu étant arrivé un petit peu après. Mais bah, j'en ai fait mon expérience personnelle avec les Clonix, où Ah oui. je suis rentré à 5 et bah là ça vaut 0,3 et puis le projet de toute façon Ouais. il est Il finito. est, ouais. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut se dire, même quand on sait que les Bored Apes sont allés taper, je crois, les 140 ou les 150, on les voit à 20, on se dit, ouais, bon, c'est encore beaucoup, etc. Mais bon, quand t'as acheté le top, ça reste quand même du moins 90%. Ouais, je pense que ça doit faire mal, ouais. Mais c'est vrai que c'est des trucs, même si on voit des graphes passer, des gens en parler, etc., tant que tu l'as pas vécu, souvent, il faut vraiment se faire sa propre expérience. Alors, je vous dis pas Je d'aller suis vous totalement acheter d'accord. un NFT très cher pour perdre beaucoup d'argent pour vous en Ouais, rendre non, compte, non, c'est pas l'idée. mais c'est vrai que il y a aussi, c'est peut-être même, on le voit peut-être même encore moins aujourd'hui, parce que les projets, par exemple les blue chips actuels, bon, qui sont un peu les blue chips du bull run précédent, ont continué de build pendant tout le bear market, donc on peut se dire, il va rien leur Ouais. arriver. Too big to fail, comme on dit, mais bon, je pense qu'on aura encore Ah, je serais des. pas si sûr de ça, moi, tu vois. Mais justement, ouais, je pense qu'on aura encore des surprises où Ouais. justement des collections vont encore aller à zéro, même si elles ont build pendant plusieurs années, quoi. Ouais, moi je pense que c'est une très forte probabilité et d'ailleurs ça m'étonnerait pas de voir que les prochains blue chips ne soient pas les blue chips qu'on connaît à l'heure actuelle. Ah ouais? T'es pas sûr ça? Ouais, bah en fait il y a une part de moi qui pense qu'il y a tellement eu une couverture médiatique horrible sur tous les NFT à cause de 2021 en fait parce que tout était rattaché à cette bulle spéculative et je pense notamment malheureusement au Bored Ape où c'était vraiment l'image en fait de tout l'écosystème pour une personne qui n'y connaît rien il se disait ouais, c'est les singes qui vaut des millions grosso modo c'était ça le discours et en fait ça laisse une image un arrière-goût très négatif parce que ben les trois quarts, je pense, des gens qui m'ont entendu parler de NFT mais qui ne sont pas dedans, c'est via les médias. Et ce que les médias ont relayé comme info, c'est très négatif quand même. C'est très focus sur la partie spéculative et non pas pour la technologie en elle-même. D'ailleurs, je trouve ça super dommage. Hmm. Mais ce qui fait que c'est fort probable il y ait beaucoup de blue chip à l'heure actuelle. Donc je pense, enfin, je sais pas, j'ai pas envie d'en citer un précisément plus qu'un autre parce qu'on ne sait pas lesquels. Et ça, on ne saura jamais avant que ça n'arrive, enfin, si ça doit arriver. Mais je pense que les prochains gros blue chip, on les connaît pas encore ou au contraire, ils sont pas encore vus comme étant des blue chip parce que peut-être que ça va exploser derrière pour X ou Y raison, je sais pas. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un revirement de situation et qu'on voit des projets sortir qui viennent titiller les gros blue chips actuels, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il y aura des exceptions, mais je suis plutôt l'avis opposé. Enfin, mon parti pris, c'est de dire que les collections actuelles, elles ont déjà. Enfin, plus on avance dans le temps, plus elles ont build, et plus elles seront dures à rattraper, C'est entre sûr, guillemets. c'est sûr. Et, ils partent pas tous du même niveau, donc voir même pour le boulot. Bon, il y en aura sûrement, hein, il y aura sûrement un ou deux projets qui n'existent pas encore, mais aujourd'hui, venir jouer les coudes à coude avec Pudgy, Azuki et Doodle, faut quand même se lever tôt, Ah quoi. ouais, ouais, non, je suis Ou, totalement d'accord, hein. Je dis ou pas que ça alors, va, Ou va alors, être tu as un une peu quoi. identité très Web3 avec une cabale, etc. Bon, effectivement, comme ça reste des marchés manipulés, tu peux aller vite, mais.
Ouais, Mais oui, il ouais, y aura forcément des ouais, outsiders, ça je suis d'accord. clairement. Mais très curieux de voir comment ça se passera parce que j'ai l'impression que c'est en train de repartir, donc déjà c'est super positif, mais très curieux de voir comment ça va se passer là sur les prochains mois. Mais je suis aussi excité avec la récente hausse, mais j'ai un peu peur que ce soit un petit peu artificiel, notamment avec la méta token de collection NFT. Et j'ai un peu peur que, Ouais, voilà, il y a le Pengu qui est sorti, bon, on parle d'abstract, mais ça n'a pas été confirmé. Il y a potentiellement animé, enfin, même pas potentiellement, il y aura animé pour Azuki, un token pour Doodles et tout. Et j'ai un peu peur qu'on se reprenne une gifle une fois que les airdrops sont passés, c'est probable, hein, c'est avant que probable. ça reparte vraiment plutôt fin de cycle, mais bon, à voir. À voir, à Franchement, voir. à voir. Moi, ça, je pense que tout dépendra de l'alt season euh, et Hmm. à laquelle on approche de plus en plus, j'ai l'impression, quand on voit notamment la dominance Bitcoin qui diminue et le fait que tout stagne en fait globalement. Donc, à voir, parce qu'on attend toujours le réveil des terres, en espérant qu'un jour il se réveille et qu'il reparte à la hausse. Peut-être que là, en effet, on repartira sur une grosse hype autour des NFT aussi, et notamment NFT sur Ethereum, je pense. On verra. Exactement, l'avenir nous le dira. Et du coup, pour revenir sur toi, ton parcours, tu t'es intéressé à la technologie, tu as commencé à t'investir dans des projets en essayant de gratter des whitelists à droite à gauche. Et quand tu faisais ça, tu t'impliquais de quelle manière? En étant modérateur, en faisant des mèmes, etc. C'était de... Ouais, Alors, comment tu le faisais? c'est une très bonne question. Je suis un peu un fou furieux, mais tu vas comprendre pourquoi. En fait, j'ai essayé de comprendre aussi quelles étaient mes forces et faiblesses, moi, et de savoir quelles sont les forces que je peux utiliser pour aller chercher ces fameuses whitelists. Donc là, si on revient un peu à l'époque, c'était l'époque, en effet, il fallait grind les whitelists sur le Discord en passant un maximum de temps, en parlant un maximum, en étant présent dans les VC, soit en faisant des fan art, sauf que j'ai jamais été très bon en design ou même en création graphique. Enfin, je savais pas utiliser Photoshop. J'étais pas un artiste dans l'âme, on va dire, donc c'était pas forcément quelque chose pour moi. Mais là où je connaissais mes forces, c'était déjà sur ma curiosité et surtout sur ma capacité d'apprentissage. Donc au début, en fait, j'avais essayé toute cette phase de, bon, bah, je passe du temps sur les Discord. Je me rappelle, le premier gros projet que j'ai grind, c'était ça s'appelait Mutant Shiba Club. Ça a pas super bien marché. Je pense que toute la commu FR, qu'il y avait une grosse commu FR qui était présente dessus. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de belles rencontres, notamment via toute cette phase de grind, des gens que Les je noms, côtoie c'est encore. terrible, hein. Les mecs, ils faisaient vraiment aucun effort, quoi. Ah ouais, non, c'était, mais même le projet en lui-même, hein. De mémoire, je crois que la proposition de valeur, c'était de créer un monde un peu gamifié, mais sur l'écosystème The Other Side de Yuga. Donc c'était Ok. hyper dépendant en fait de Yuga Labs et tout. Mais bon, à l'époque, je sais pas, tout le monde se disait que c'était incroyable, il y avait des collaborations avec Yuga de prévues, que du fake, je pense. Donc ouais, il y avait énormément de monde qui grindait cette whitelist. Je crois que j'ai passé bien 3 mois, 4 mois. J'ai dû atteindre peut-être les 80 ou 100 000 messages sur Discord. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais en vrai, j'en tire du positif, hein. Ça permet de comprendre, d'apprendre, Parce que pour d'apprendre de ceux ses erreurs qui... aussi. Ouais, je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais trop entendu parler de ça. L'idée, en fait, c'était, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on rentre dans le Discord d'un projet. Comme les projets Ouais, sont hype de par le nombre de followers, etc., on sait que enfin, on allait être rentable sur le mint. En gros, on mint le NFT et on le revend avec du profit direct. Et même si les projets exact. étaient encore plus hype, on pouvait vendre les whitelists avant le mint pour De l'argent, sécuriser ouais, clairement. son... Exactement. Et puis, c'était une manière gratuite de s'investir parce que l'idée, c'était de participer un maximum dans Discord. En participant un maximum, soit avec des mèmes, etc., on pouvait choper des whitelists, le fan art Ouais, que tu as évoqué, etc. Ou aussi en gagnant des niveaux et du coup des statuts dans le Discord. exactement. Et, Et et moi, ben ouais. moi, moi j'ai pas tenu parce que je l'ai fait sur un projet. Et en fait, plus t'avançais, plus ils augmentaient le niveau pour avoir la whitelist. Et Ah ouais, je m'étais ok. buté pendant une semaine. Et après, je dis, ouais, c'est bon, j'en ai marre. Déjà, je suis en train de devenir complètement maso. J'arrête. Donc, toi, ouais, 3 mois, Ah non, t'as mais été c'est 3 mois pour un seul projet, assidu. hein. Après, j'avais continué sur d'autres projets aussi.
Mais Ça- carrément, j'avais fait des présentations sur des sujets pour aborder certains thèmes. En fait, il y avait des trucs où il y avait carrément un calendrier d'événements pour la commu FR où en fait, on se disait par exemple, bah, le samedi soir, il y a telle personne qui va faire une présentation sur tel sujet. Ceux que ça intéresse, venez dans le vocal. Et c'était un bon moyen, tu vois, de se montrer et surtout de montrer son investissement. Et ensuite, c'était les modos qui, chaque semaine, récompensaient ceux qui estimaient être les plus impliqués avec une whitelist. Et non, je pense que c'était effrayant. Mais c'est bah, pas ça le peut pire, sem- honnêtement, ce que j'ai fait. Ok. Ah, et puis C'est pas le bon, pire. ça peut sembler un peu bizarre de l'extérieur, mais il faut savoir que il y a certaines whitelists qui se vendaient plusieurs Ethers, donc on parle de Ouais, plusieurs c'est milliers vrai. de dollars, hein, C'est donc vrai. Des fois, ça valait ça valait vraiment le le coup coup. aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, non, je critique pas le concept en lui-même parce qu'en effet, des fois, ça vaut vraiment le coup de dédier quelques jours, voire quelques semaines pour certains projets si derrière tu sais que tu vas pouvoir revendre juste la whitelist à Et hauteur si, de 3 à 4 000 balles, quoi. et si on prend le cas extrême, on gagne une whitelist, on fait le mint, on chope un NFT rare et on le vend à des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines pour Aussi, certains, voilà. quoi. Il y a cette possibilité-là. Mais ça, c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça dépend aussi de la chance que tu as sur Faut le avoir de mint. la chance, exactement. Ok, Mais top. en effet, c'est pas le pire que j'ai fait. Le pire, mais bon, ça m'a bien récompensé quand même. C'était sur Imaginary Ones. Ah, J'avais, c'était un gros truc, ça. c'était un gros truc. Et la whitelist était hyper complexe à avoir. Mais j'avais réussi à la choper parce que je m'étais fait un pote, une bonne connaissance. D'ailleurs, je peux le nommer, j'ai pas de problème là-dessus. Il s'appelle CZLS. C'est un graphiste qui d'ailleurs lui est tellement chaud en graphique parce qu'il en fait, enfin, c'est son métier aussi. À chaque fois qu'il faisait un fan art, il chopait une whitelist, donc il était toujours whitelisté dans les gros projets. Et il faisait des cours de Photoshop sur Imaginary Ones. Il bossait avec la team et tout. Et en fait, il avait la possibilité de donner une liste de noms des personnes qui suivaient le plus son cours, qui étaient le plus impliquées. Et moi, je me suis dit, bon, je le connais, mais il va pas me le faire gratuit. Donc, puis de toute façon, moi, j'ai pas envie non plus qu'on me le donne dans l'assiette. Donc, je vais vraiment montrer que je suis déter et que je mérite la whitelist. Et en fait, pendant une semaine, je me rappelle, je crois, jour, même des fois nuit, ça m'est arrivé de finir à 3 4 heures du mat. Je suivais ces cours en replay, des cours en visio qu'ils faisaient sur Photoshop. Ça durait 1 heure et demie un cours. Il y en avait fait 6 ou 7. Et en fait, je m'enregistrais en même temps, en refaisant tout ce qu'ils faisaient. Comme ça, je chopais la vidéo. J'avais tout mis sur un drive. Il y avait, je crois, 6 ou 7 vidéos de 2 heures de moi qui faisais en live l'exercice et qui suivait le cours. Et je lui avais envoyé tout ça en lui disant, bon, ben voilà, j'ai suivi, je me la suis donné, j'ai tout suivi. Est-ce que tu penses que ça mériterait une whitelist? Il a dit, bah, t'es un malade, mais je vais essayer, on verra, c'est pas moi qui décide. Et en fin de compte, bah, l'équipe d'Imaginary Ones a accepté ça, et du coup, j'ai chopé la whitelist. J'ai mint, j'ai instant sell, et je me suis fait un bon profit. C'était mon premier gros profit en NFT, quoi. Ok, top. Bon, bah, comme quoi, ça vaut le coup, hein, de mettre un peu Mais les mains voilà, il dedans. y a, il y a des fois où ça vaut le coup, en effet. Ok, donc tu commences ton aventure comme ça. Après, je pense que courant 2023, ça s'est bien calmé bah, avec le marché, plus Ben, vraiment de ouais. mint, plus vraiment de grind de whitelist, etc. Sachant que si ça fait 2 ans que enfin, t'es dans ta deuxième année d'alternance, t'as dû finalement intégrer l'équipe d'NFT Paris assez vite, en fait, après cette période. Ah, mais à ce moment-là, j'étais déjà chez NFT Paris D'accord, ok. parce que, alors, je suis rentré en janvier 2023 à Et NFT Paris. Et c'était par C'était hasard un ou mois c'était avant vraiment la. parce que tu voulais être dans les NFT? Il y a un peu de hasard, très honnêtement, mais c'était parce que je voulais bosser dans le Web3. En fait, pour recontextualiser à cette époque, donc fin 2022, comme je t'ai dit, j'étais en études en sport, enfin en études de sport management, sport business à Londres. Et c'est là où je commence à me renseigner et à me pencher sur les NFT, sur le Web3. D'ailleurs, à ce moment-là, en plus, je suis un cours de l'UNIC, UNIC, donc l'Université de Chypre, University of Nicosia, qui a organisé avec Punk 6529 le premier cours, enfin le premier MOOC sur les NFT et le metaverse, historiquement, et j'ai suivi ça. D'ailleurs, c'était hyper intéressant. Ça m'a permis d'avoir un NFT, enfin une certification qui atteste que j'ai bien suivi ça. C'est très cool, très content de ça d'ailleurs. Et en fait, plus j'apprends, plus je me dis, mais je trouve ça génial cette industrie. Alors certes, il y a vraiment un gros potentiel financier, mais hormis la partie spéculative et financière, il y a quand même une technologie derrière qui est hyper intéressante.
et qui a un potentiel futur, de mon point de vue, qui est énorme, quoi. Donc je me suis dit, mais en fait, plus j'en apprenais, plus je me disais, je veux bosser dans cette industrie, c'est hyper intéressant, ça me passionne, ça me stimule intellectuellement, c'est génial. Et en fait, du coup, donc dans cette année-là, il fallait, vu que j'avais fait un semestre d'études à l'étranger, euh, alors j'en ai enchaîné deux, pardon, non, j'étais même à Prague à ce moment-là. C'est début 2023, j'étais à Londres. Début 2022, j'étais à Londres. Fin 2022, j'étais à Prague en études. Ah, t'as vécu, hein? Et ouais, j'ai pas mal de chance là-dessus, j'ai pu voyager. Donc toute l'année 2022, en fait, j'étais à l'étranger. Cool. Et c'est quand j'étais à Prague, après mon semestre d'études dans une université à Prague, il fallait que je fasse un stage de 6 mois avec une dimension internationale en lien avec le sport. Mais moi, je voulais trouver une première porte d'entrée dans le Web3. Donc j'avais essayé de trouver un lien. Et les premières idées que j'avais, très honnêtement, c'était Artefact. Parce que racheté par Nike, il y avait essentiellement un lien avec le milieu du sport. Mais malheureusement, j'ai pas été pris. J'avais essayé à Sora, évidemment pareil avec le lien avec le sport, sauf que bah, pareil, malheureusement, ils prenaient pas en stage. C'était très tôt, il y avait mais absolument aucune place en fait pour des stagiaires ou pour des alternants. Et j'avais essayé à Ouais, puis Ledger, j'avais les entreprises, en plus, elles étaient super jeunes, peut-être pas structurées ouais, pour. c'est ça, c'est Hmm. ça. Donc c'était très complexe. Et en fait, je finis mon semestre à Prague, je rentre chez moi à Bordeaux. Et fallait que je trouve un stage et que je le commence dès maintenant, en fait. Et là, je commençais à me dire, bon, ben, peut-être que je vais chercher quelque chose dans le milieu du sport, histoire de valider mon année. Et ensuite, je switch dans des études plus axées marketing digital, qui seraient plus en lien et en adéquation avec le Web3 pour avoir une meilleure porte d'entrée, peut-être. Mais là me vient l'idée de me dire, ah, mais on est en janvier, il y a cet événement qui arrive en février, là, qui a l'air hyper hype, et très connu, NFT Paris. Et en fin de compte, en y réfléchissant, je leur envoie un message au culot comme ça sur Twitter, avec mon compte perso sur le compte officiel, en expliquant, enfin en demandant, excusez-moi, par tout hasard, est-ce que vous prenez pas des stagiaires comme ça sur 6 mois Et là, ils me disent, bah si, ça peut être intéressant, enfin, j'ai fait un premier appel avec le fondateur, donc Alexandre, enfin un des deux fondateurs, mais maintenant c'est le seul qui est resté à NFT Paris. Et c'est en discutant avec lui qu'on s'est rendu compte que en fait, eux, ils avaient un besoin qu'ils n'avaient pas encore exprimé sur la partie, enfin dans l'équipe marketing, ils avaient besoin de quelqu'un en plus. Et moi, c'est là-dessus que j'ai dit, bah, en fait, je peux m'impliquer uniquement sur la partie marketing parce que c'est ce que je maîtrise et c'est ce que j'étudie et c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc bah, si ça match, moi, c'est là où je peux aider. Et j'ai fait ensuite un deuxième entretien avec le responsable marketing, Lucas. Et ça s'est super bien passé. Et en fait, quelques jours après, ils m'ont dit, OK, on te prend. Faudrait que tu commences très rapidement. Parce qu'on était à un mois de l'événement qui était la première édition au Grand Palais Éphémère. Donc, historiquement, c'était la deuxième édition de NFT Paris. Et en fait, je suis arrivé début de semaine d'après. Je crois que j'ai eu la confirmation un lundi, un truc comme ça, ou un mardi. Et le lundi suivant, j'étais déjà à Paris, au bureau, en train de commencer à bosser. Et depuis, j'ai pas stoppé. Incroyable. Incroyable. Et quelles, du coup, étaient tes missions au début et quelles sont-elles aujourd'hui? Est-ce que ton poste a un petit peu évolué? Parce que Ouais, j'imagine que l'année est en plus très différente entre, bah là, on va rentrer dans le pic du rush avec l'arrivée de l'événement. Il y a peut-être la digestion yes. ensuite, la préparation de l'année d'après. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors c'est hyper évolutif. Enfin, c'est même, c'est assez fou parce que j'ai plein de missions différentes selon les périodes de l'année, comme tu l'as dit. Les premières missions que j'ai eues en arrivant, donc c'était sur la gestion bah, de toute la partie ticketing, faire en sorte qu'on ait l'audience attendue en nombre et en qualité. Donc il a fallu que je travaille directement sur onboarder bah, plus d'étudiants, plus de personnes de l'industrie du Web3, des NFT, mais aussi plus côté corpo, médias, des boîtes un peu tech qui utilisent ces technologies ou qui s'y intéressent. Enfin, il fallait vraiment segmenter tout ça et s'assurer qu'il y ait autant de chaque audience pour faire en sorte qu'il y ait une bonne osmose en fait qui se crée au sein même de l'événement entre les participants. Donc c'était vraiment Parce la que, première mission. Dis-moi, ouais. ouais, pardon, je te coupe, parce que le but Non, de n'hésite NFT pas. Paris,
c'est quoi? C'est démocratiser l'accès à, à l'information sur les NFT, c'est de présenter des projets, c'est de faire du B2B, du B2C, un peu les deux. Alors, l'objectif, au tout début, c'était vraiment de mettre en lumière le monde et la culture NFT, je vais même dire, Ok. sur tous les plans et notamment sur toutes les industries créatives. Donc, à savoir l'art, la mode, le luxe, mais aussi tout ce qui va être entertainment, tout ce qui va être aussi tech. Petit à petit, on l'a incorporé de plus en plus. En tout cas, au tout début, c'était vraiment la culture NFT dans les industries créatives. Mais là maintenant, c'est beaucoup plus généraliste et on a vraiment cette volonté, cette démarche d'essayer de mettre en lumière tout l'écosystème Web3 au sens large, parce qu'on incorpore là pour la prochaine édition notamment des thématiques d'IA générative, de finances décentralisées, toute une track autour de Bitcoin, l'écosystème Bitcoin avec les ordinals, même faire le lien entre l'IA générative et le Web3, parce que certaines boîtes font déjà ce pont-là. Donc c'est vraiment la volonté et la démarche d'essayer de mettre en lumière tout ça, de démocratiser en fait ces technologies, ces thématiques-là aux yeux du grand public et aussi de pouvoir faire en sorte que toutes les personnes de l'industrie puissent se retrouver au même endroit au même moment pour networker, pour créer des connexions et pour susciter potentiellement aussi enfin, aider à développement d'idées, de projets, de collaboration. Et c'est pas mal de bons retours comme ceux-là qu'on a eu sur les précédentes éditions. Donc c'est là-dessus qu'on se focus un maximum. Donc l'audience, en fait, elle va être très généraliste. Il y aura autant de corpos que d'individuels du Web3 hyper impliqués, que d'étudiants intéressés, ou des boîtes qui commencent à se pencher sur tout ça. Et pas uniquement sur le NFT, étant donné que voilà, il y a ces nouvelles thématiques qui sont incorporées. Ça va vraiment être beaucoup plus large. Et c'est un peu là on se vend plus comme l'événement Web3, référence en Europe, mais qui met en lumière les technologies émergentes plutôt que NFT focus, tu vois. Ok. Ok, pour ouais, élargir un petit peu C'est le, ça, le scope les de sujets. proposition, hein. Ouais, tout à fait. Oui, puis ça vous permet aussi d'être peut-être plus flexible sur les nouveautés. Puis on sait que tout va très vite. On l'a vu un petit peu. Exactement, On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Bon, il y a 2 3 ans, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. Les ordinals, comme tu exactement, l'as évoqué, demain, il y aura sûrement encore autre chose. Donc, ouais, c'est exactement. assez smart, ouais, d'avoir un scope, comme tu l'as dit, un peu plus large. Ben, c'est aussi un sacré défi, très honnêtement, parce que la mauvaise pub liée au NFT à cause de 2021 fait que on a quand même beaucoup de boîtes et de gens qui sont réticents par rapport à notre événement, étant donné que ben, on a toujours le nom NFT Paris. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que d'un point de vue marketing, on a créé aussi ces autres conférences, hein, Ordinals Paris pour la partie Ordinals et Bitcoin. On a créé RWA Paris qui est un peu plus corpo et qui sonne moins degen NFT aux yeux des entreprises beaucoup plus institutionnelles, corpo et pro. Et là, c'est pour onboarder toute l'audience DeFi, toute l'audience institutionnelle, les banques, les grosses institutions et tout ça. Ok, donc par Et on exemple, a aussi si vous voulez inviter des boîtes, je sais pas, d'IA ou des banques, comme tu l'as dit, à NFT Paris, On l'image des l'utilise NFT via ouais, on vous l'utilise porte un via peu le préjudice, quoi. naming. Ouais, en fait, on essaie de le faire du coup à travers le nom RWA Paris. Ok, C'est comme si on avait créé une autre conférence, un autre événement, mais tout se fera au même endroit, au même moment, enfin, à la grande halle de la Villette les 13 et 14 février. Et ça sera vraiment quatre coins dédiés avec du coup des boîtes différentes, des thématiques différentes, des scènes différentes, donc des sujets abordés qui seront différents aussi. Et ce qui nous permet d'aller chercher en effet des boîtes qui de base n'auraient pas prêté attention à notre événement à cause du nom NFT. Paris. ok. Et ce qui rend l'organisation encore plus complexe, Exactement. donc t'as Bah, encore plus de autant sur taf. ouais, exact. Bah, quatre fois plus de taf du coup, parce que déjà qu'on en avait beaucoup côté NFT Paris, c'était intense, parce que je vais pouvoir revenir sur toutes les missions que j'ai, mais elles ont énormément évolué. Mais là, vu qu'on a trois nouvelles conférences en plus, ça fait quatre fois plus, enfin trois fois plus de taf, quoi. Au début, c'était donc pré-focus ticketing. Mais après, une fois l'événement passé, en fait, il y avait plus ce besoin sur la partie ticket. Donc, j'ai commencé en fait à me focus et à un peu prendre le lead sur tous les réseaux sociaux, faire le taf de community manager en fait, tout simplement. Donc, créer le contenu, créer le plan de com, faire un peu le reply guy
bah, quand j'avais le temps ou la possibilité tout simplement et faire en sorte bah, qu'on puisse maintenir une audience autour de l'événement NFT Paris même après l'événement parce que c'est aussi un gros défi ça c'est qu'une fois que l'événement est passé il faut qu'on trouve un moyen de pas mourir de faire en sorte que les gens se souviennent de nous pour la prochaine édition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a plutôt bien réussi à faire après la deuxième édition, donc qui était une plutôt très grande réussite, parce qu'on avait eu un peu plus de 18 000 personnes. La première audition au Grand Palais éphémère, elle était vraiment incroyable. Bon, il y avait quand même certains points sur lesquels c'était très controversé, et ce que je peux comprendre, et qu'on a réussi à améliorer pour la dernière édition qui était là en 2024, notamment, je pense, à ben, la file d'attente, le nombre de places sur la main stage, enfin, tout un tas d'éléments comme ça qui étaient assez complexes, mais bon, c'est aussi comme ça que nous, on s'améliore en faisant et en apprenant et en corrigeant derrière. Et du coup, donc j'ai repris le lead sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, donc maintenant X, et Instagram. Et du coup, on a aussi, j'ai pu aussi co-créer avec du coup ben, Alexandre, le fondateur, mais aussi Lucas, responsable marketing, le loyalty programme Oracle qu'on avait sorti en fin d'année 2023. Ouais, je crois que c'était ça. Où je sais pas si tu avais pu suivre, mais on avait sorti tout un lore en fait avec un système où on essayait de récompenser les gens et notre communauté et l'écosystème du Web3 gratuitement parce qu'il y avait absolument rien à payer. Il y avait tout un schéma, enfin, tout un processus de tu mintes ton nom de domaine, tu chopes ton œuf, tu peux participer à nos différents giveaways et selon le nombre de points, parce qu'on calculait aussi avec ton historique on-chain, ton profil dans le Web3, et selon ton profil, tu gagnes un certain nombre de NFT Paris Token, qui est un token qu'on a lancé, mais c'est un social, enfin, un social token, c'est-à-dire qu'il aura aucune valeur financière, il sera pas listé. Donc, s'il y a parmi les auditeurs certains qui ont l'habitude de nous demander en commentaire sous nos GM when listing, je suis désolé, mais il sera jamais listé parce que c'était pas l'objectif. Donc, c'était vraiment expérimental et surtout pour se détacher de la partie spéculative, mais de pouvoir quand même proposer quelque chose à notre audience et de récompenser et surtout de faire parler de nous à quelques mois de l'événement pour que on crée et on relance un peu une hype autour de l'événement. Ce qui a plutôt bien marché, parce qu'on a eu un peu plus de 130 000 mints de mémoire, 130 000 noms de domaines qui ont été mintés gratuitement, parce qu'on avait couvert en plus tous les gas feeds. Et donc, gérer les réseaux sociaux. Ensuite, une fois qu'on se rapproche de l'événement, il y a à nouveau toutes ces missions sur la partie ticketing. Mais en plus de ça, en fait, on s'est rendu compte que je gérais bien aussi sur toute la partie design visuel pour l'entreprise. Donc j'ai aussi chopé la casquette un peu du graphic designer. Donc dès qu'il y a besoin de faire un visuel, un design pour X ou Y raison, soit sur la communication, soit sur des visuels pour l'événement, enfin à imprimer sur l'événement, de la signalétique ou quoi. C'est moi qui m'y charge, qui m'y colle. Donc ça fait pas mal de missions, ça, donc plus toute la partie aussi marketing. Et de plus en plus là aussi gestion des speakers. Et sur XYZ, la première édition, j'ai aussi eu la chance de pouvoir gérer tous les partenaires, faire un peu tout le taf de logistique, s'assurer que tout allait bien pour tout le monde sur leur temps, qu'ils avaient tout à dispo et tout. Donc ouais, c'est très évolutif. Il y a beaucoup de choses, mais je trouve ça hyper génial parce que en fait, ça me permet d'acquérir plein de compétences, plein de connaissances, pas mal de responsabilités et d'avoir du coup une implication et même une vision assez globale de tout l'événement et de tout ce qui se passe en fait autour de l'événement, quoi. Et puis c'est ce qui rend ton travail intéressant et bon, c'était un peu une question de politesse, mais j'espérais bien que au bout de 2 ans, tu avais un petit peu évolué au Ouais, sein bah ouais, ouais, de l'organisation. clairement, Et pour clairement. rebondir sur les speakers, moi, dans un scénario totalement différent, j'avais travaillé un peu dans le retail et notamment j'avais participé à des ouvertures de centres commerciaux. Et pour Ok. faire, le lien est lointain, mais je vais t'éclaircir et je vais vous éclaircir les auditeurs. Souvent, pour commercialiser du coup les boutiques d'un centre commercial, il y en a souvent qui attendaient qu'il y ait une grosse locomotive qui s'installe, comme, je sais pas moi, Zara, Nature et Découverte, H&M, ou ce genre de choses.
Est-ce que Ouais. pour les speakers, c'est un peu pareil, dans le sens où est-ce qu'il y en a certains qui vont attendre que tu aies sorti deux, trois gros noms pour confirmer leur présence ou pas? Est-ce que t'as pas un peu une gymnastique à faire à ce niveau-là ou pas du Mm. tout? C'est assez facile d'avoir tes speakers. Alors totalement, non, non, t'as totalement raison. Surtout au tout début, en fait, quand on commence à Ouais, se c'est le plus repencher dur, sur la ouais. prochaine édition. En fait, alors au début, on galérait à avoir les gros speakers, et une fois que tu en as un, deux, tu en as deux autres qui se positionnent, tu joues et tu commercialises entre guillemets sur le fait que ça, ces quatre gros-là, pour aller en chercher d'autres gros. Et en fait, ça fait un peu effet boule de neige. Là, c'est beaucoup moins complexe, très honnêtement, et tant mieux. Enfin, on a vraiment la chance d'être connu pour avoir des bons speakers et en plus qu'on ait des très bons feedbacks de la part de nos speakers sur leur expérience à l'événement, que ce soit sur l'événement XYZ qu'on a organisé focus sur l'IA générative ou même sur NFT Paris au sens large. On a eu de très bons retours, donc en fait, on a des speakers qui nous font confiance et qui reviennent avec plaisir. Il faut savoir que on paye pas les speakers et on prend pas en charge non plus leur voyage ni leur hôtel. Donc tous Ok, ceux qui sont présents c'est que ils acceptent de venir par plaisir en fait pour aider ou sinon parce qu'ils ont un intérêt aussi. Donc c'est assez cool et du coup il y en a pas mal qui se repositionnent, ce qui nous permet d'avoir déjà une certaine line-up de prêts très tôt et ce qui ensuite nous permet d'aller chercher d'autres gros qu'on n'a peut-être pas réussi à avoir sur les précédentes éditions où il y a tout un fond de roulement comme ça qui se fait. Mais en effet, tu as raison, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher plein d'autres gros speakers une fois que tu en as déjà deux, trois qui ont validé. En fait, les plus durs, c'est surtout les premiers, quoi. ouais, et après, c'est un cercle vertueux. C'est ça, c'est Mais ça. ouais, pour rebondir sur nos collections préférées qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure, du coup, il y a cette année Luca Netz qui vient, Red Yes, Shine de 9gag, j'ai vu exactement. aussi Vagabond de Azuki. Ouais, ça Il y sera avait. ça sera sa première fois en Europe d'ailleurs. Ok, On est assez content et ouais et surpris. On avait essayé de l'avoir sur les autres éditions, mais chaque fois alors soit il répondait pas au début, soit il n'était pas dispo sur les autres. Mais là, c'est avec, enfin, il est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il a validé, donc je sais pas ce qu'il prépare. Mais a priori, je crois que enfin, j'avais vu pas mal de membres de la Komiazuki dire qu'ils étaient hyper contents parce que c'est enfin, sa première fois qu'il viendrait en Europe. Donc, donc très content de l'avoir, quoi. Enfin, c'est un honneur limite. ouais, je suis en train de scroller sur les invités. En fait, il y a tout le monde. Il y a quelqu'un de chez Magic Eden, de quasiment toutes les collections. Je vois Ouais, Monkey côté NFT, DAO, Claynosaur, ouais. OSF de chez Reggae. Enfin, c'est incroyable. Il y a tout. Et Il y a un peu il y tout en le a monde. d'autres qui arrivent, hein, qu'on n'a pas encore, parce qu'on attend juste la confirmation finale. Mais honnêtement, côté NFT, je pense que toutes les grosses collections seront représentées. Ça c'est vraiment une chance qu'on a d'arriver à réunir tous les gros acteurs de l'industrie des NFT au même endroit. Donc, s'il y en a certains où tu te demandes est-ce qu'ils viendront, en tout cas sur les grosses collections, la réponse est oui. Même côté Ordinals, on a réussi à réunir les grands noms, les grosses communes, soit en tant que speaker, soit en tant qu'audience. Enfin, normalement, on a bien réussi notre taf, si je dis pas de bêtises. Après, espérons que ça s'y tienne jusqu'à l'événement. Mais ce qui est très cool, c'est qu'on arrive aussi à avoir des gros noms, des grosses boîtes côté DeFi et côté XYZ. Et là, je pense notamment à A16Z, à OpenAI, on a un représentant. On va avoir des gens de Coinbase, des gens de Google, Microsoft, Amazon, Tesla, enfin, des grosses boîtes comme ça qui, mine de rien, en fait, nous, ça nous permet de crédibiliser l'événement et de nous asseoir comme étant vraiment quelque chose de très, enfin, un événement référence en Europe, pas uniquement sur la partie des gen NFT focus, mais vraiment de plus en plus sur quelque chose de beaucoup plus généraliste sur les technologies émergentes. Donc, donc ça fait son chemin et c'est super cool en fait. Ouais, c'est super intéressant. Et là, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est l'idée, c'est Et ce qu'on a envie de proposer, en effet. top. Et pour parler un peu plus de l'événement en tant que tel, c'est mon cas et pour ceux qui ne seraient jamais allés à NFT Paris. Donc l'idée c'est que donc on a son ticket, on rentre dans l'événement. Ça se passe comment? Il y a des alors le stand, le mot est un peu péjoratif. J'ai pas un autre terme là qui Si me on, vient en on dit tête. des stands, si, Ouais, c'est des ça. stands. Du coup Ouais, il y a des stands de projets, peut-être de collections. En parallèle du coup il y a des conférences. Euh, yes. ok. Est-ce que j'oublie des choses sûrement? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver Alors, ça, c'est vraiment en effet le cœur de la proposition.
entre Ouais. guillemets. Factuellement parlant, oui, il y aura des stands, donc il y aura des boîtes qui seront présentes pour soit présenter leurs solutions, soit parler de quelque chose qu'ils vont mettre à dispo, soit qu'ils ont fait, soit faire connaître quelque chose, soit juste pour réunir une communauté. Et c'est pas Soit ça peut être forcément très B2B. pas forcément, non. Ouais, ok. Ça peut être B2C aussi. Ça peut être même, il y aura un coin encore, enfin, à nouveau dédié à l'art. Donc, ça va Ouais. être très, là, très expérimental aussi, et vraiment focus sur l'art. Donc, il y aura cette partie stand, mais aussi, il y aura aussi, du coup, pas mal de conférences, beaucoup même, parce on a déjà plus de 200 ou 250 speakers de validés. Il y en a d'autres qui sont en attente, donc a priori, on devrait atteindre les 300, voire peut-être plus. On aura quatre scènes, non, trois scènes, pardon, parce on a mixé deux thématiques sur une même scène, sur la même stage. Donc, il y aura trois scènes qui tourneront en fait du matin jusqu'au soir avec des panels présentés dessus. Donc, il y aura vraiment plein de trucs à suivre. Mais en plus de ça, là, on essaie vraiment d'incorporer ici tout un tas de d'activités et d'activations pour faire en sorte qu'en fait l'expérience ne soit pas très redondante en fait pour une personne qui vienne à l'événement, qu'ils se disent pas ok je vais voir trois quatre stands, je fais le tour, je suis deux trois panels et hop j'ai fait le tour, j'ai plus rien à faire ici. Nous on aimerait vraiment en fait que ça soit hyper fun en fait l'expérience sur site et qu'il y ait plein d'arguments, plein de choses qui te font rester et que tu passes un bon moment en fait, que tu t'ennuies pas ou que tu te dises pas bon bah j'ai fait le tour, j'ai plus rien à faire, je peux y aller. Donc on fait en sorte d'incorporer tout un tas d'activités d'activation de je peux pas trop en dire là-dessus parce que j'ai pas envie non plus de casser la surprise de qu'est-ce qui sera présent et à quel moment. Mais il y aura, ça se limitera pas uniquement au stand et au panel à suivre. Il y aura tout un tas d'activités qui seront organisées tout au long des deux journées. Ok, super. Super. Et pour revenir un petit peu sur toi et tes investissements, ton application, on va dire personnelle dans le monde des NFT, est-ce que tu as continué d'acheter, enfin, continuer ou commencer à acheter des NFT? Est-ce qu'il y a des collections que tu préfères plus que d'autres? Sachant que ta PFP, moi je m'étais entre guillemets fait avoir. À l'époque, je me souviens Ouais, qu'on avait commencé à, on avait échangé, je sais plus ouais, sur Twitter à quelle occasion. Ça ressemble du coup à un Clonix, mais c'est un dérivatif, on va dire. exact. Mais je peux expliquer l'histoire parce que forcément il y a une histoire. Alors déjà, je vais pas faire de conseils en investissement, hein, je pense que c'est important de le rappeler. Si, si, Euh, tout est un conseil en ok, investissement sur ça. mince, je suis pris au piège. Non, 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 ça, aucun conseil en investissement. Alors déjà, l'histoire par rapport à ma PFP, donc c'est pas un Clonix en effet, même si ça s'y rapproche, parce qu'en effet c'est une collection qui est inspirée de l'artwork Clonix, parce qu'en fait je trouve absolument magnifique le design et l'artwork des Clonix. C'est la première collection où je me suis dit incroyable, dès que j'ai assez d'argent, je m'en prends un. Et surtout que je suis fan de Nike aussi. Enfin, Clonix c'était et Artefact même avant ben, tout ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu là récemment autour de la team de la collection. J'étais un grand fan, alors, je reste un grand fan de l'artwork en lui-même. Je pense qu'un jour je m'en achèterai un vrai parce que je trouve que le design est juste incroyable. Mais vu que j'avais pas les moyens de m'en acheter parce que ben, budget étudiant et indépendant financièrement depuis quelques années, j'ai pas forcément énormément de moyens financiers à mettre en tout cas dans des NFT ou en crypto. Donc en fait, je me suis dit, bon, bah, j'ai vu une collection qui était enfin, Clonix modifié avec une IA, ça s'appelait Clone Z, j'ai vu ça passer, l'artwork, Claude Z, ok. ouais, Marrant. l'artwork était assez proche, donc je me suis dit, ok, enfin, ça va être un peu un moyen pour moi de montrer mon amour pour ce projet-là, mon support pour tout l'écosystème, sans avoir à utiliser, à copier-coller un Clonix qui ne serait pas à moi, parce que je j'aime pas trop cette idée-là. Donc j'ai acheté un truc, ça a coûté que dalle, hein, là ça doit valoir quelques centimes après, ça vaut absolument rien. Mais c'est juste que le visuel me plaît bien. J'ai utilisé ça, enfin, de base, je me suis dit, je garde ça en attendant d'avoir un vrai Clonix. Et en fin de compte, il y a un truc quand même qui est important, je pense, dans le Web3, et notamment sur Twitter, c'est que pour son personal branding, il faut pas beaucoup changer, je pense, de PFP ou même de nom, étant donné que les gens, en fait, ils retiennent beaucoup une PFP avec un nom.
enfin les deux l'un avec l'autre. Donc en fait, je me suis toujours dit si je dois changer une PFP déjà, enfin ma PFP, j'attendrai d'avoir quelque chose qui vraiment, je me dis celle-là, je vais la garder longtemps parce qu'en attendant, tout le monde en fait me connaît entre guillemets avec cette PFP-là. Donc c'est pour ça que je la garde encore, même si ça vaut rien et c'est pas incroyable. Enfin, j'aime encore le visuel, quoi. Donc ça, c'était pour la petite histoire du faux Clonix. Et pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Depuis que je suis arrivé à NFT Paris, j'ai énormément limité mes investissements en NFT. D'ailleurs, je me suis plus tourné vers la crypto pendant pas mal de temps, en me positionnant sur certaines cryptos. Mais en NFT, là, je commence enfin à me repencher dessus d'un point de vue personnel. Alors, grosse chance pour nous, l'équipe NFT Paris, c'est qu'étant donné qu'on organise NFT Paris, une grosse partie de notre temps, on le passe sur Twitter et moi encore plus, parce que bah, je gère les réseaux sociaux. Et donc, j'essaie aussi via la partie speaker, enfin, d'être au courant, même d'un point de vue marketing global, c'est important de suivre les tendances, d'être au courant de ce qui se dit, ce qui se passe pour être en adéquation et pas être totalement perdu parce que tout va très vite. Donc ça permet en fait d'avoir une vision assez globale, de savoir ok qu'est-ce qui est un peu en tendance, qu'est-ce qui a l'air intéressant sur les prochaines semaines, prochains mois et tout. Donc là petit à petit je m'y remets, je recommence à choper des whitelists à droite, oula, à droite à gauche pardon. Mais j'ai rien, enfin j'ai pas réinvesti pour le moment et peut-être que ça reviendra. Enfin, je sais pas, j'ai pas la volonté de ne plus investir ou au contraire d'investir à fond. C'est juste si j'estime et si je sens et un projet me plaît ou me semble intéressant, bah, évidemment je me positionnerai. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup switché mon focus sur la partie crypto en me positionnant plus pendant le bear market sur des cryptos plutôt que sur des NFT. Ok, ok, ça roule. Top. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis moi j'ai un petit espoir avec Clonix, c'est que soit. Alors souvent on Ça parle de peut, hein? community Ouais, takeover, je sais pas si ce sera le cas, mais ça peut. Et, ça peut. euh, et le Web3 est assez fou pour que, je sais pas, un jour ou l'autre, Pour que ça pue, ouais. Non, les gens clairement. se disent allez, on repump la collection juste pour le fun. Ouais, non, clairement. Bah, ça serait pas surprenant qu'un mécaverse ou tu sais, des projets comme ça, similaires, connus comme étant des gros rugs, se relancent juste pour la culture, pour l'histoire, des trucs comme ça. Parce Parce que que sur tout les est mêmes, possible dans le Web3. c'est ça, sur les mêmes coins, on voit beaucoup de ce genre d'histoire, mais beaucoup moins sur les NFT. Ouais, L'histoire récente là, qui m'a fait un peu rire, c'était le gamin là, qui a fait des fucks et qui a rug pour 20 000 $ et après ils ont envoyé ouais, le ouais, token ouais, à je sais pas combien de millions. ouais, Et, ouais. ouais, je suis sûr que c'est une collection NFT en plein boule, ça peut, comme tu l'as évoqué, Ah, c'est pour sûr. Clonix ou d'autres, ça peut réarriver. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Si ça peut être sur Clonix, c'est bien pour Ouais, récupérer t'es mon t'es invest, moi encore, je suis pas ouais, contre. voilà. T'es encore involved dessus, toi. T'es pas sorti du coup. Non, je l'ai toujours. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la PFP, je suis totalement d'accord, il faut pas changer tout le temps. Mais comme il y a une collection qui sera toujours plus hype, toujours plus en vogue, Oui, en fait, oui, c'est tu sûr. peux vite changer un petit peu tout le temps. Et la réflexion que je m'étais dit à l'annonce d'Artefact, bah, c'est prendre le truc un peu en contre-pied, c'est de dire, bah, en fait, je vais remettre mon Clonix Il y en a initial beaucoup qui ont fait ça, ouais. et je sais que je changerai jamais parce que du coup, bah, je pourrai jamais le vendre. Mais bon, Oui. Donc, tu peux, après, mais à perte, quoi. c'est ça. Puis la collection, je suis pas sûr que ce soit la plus appréciée du space. Donc, en personal branding, je Ah, sais pas si ça, c'est génial, ouais. mais C'est bon, vrai que ça, ça se, ça se débat. Je ça se pense qu'il y a questionne, débat ouais. là-dessus. Ça se questionne. Ok, chouette. Et juste pour moi, dans l'idée des événements NFT en Europe, il y en a deux gros. Donc, il y a NFT Paris, il y a aussi NFC Lisbonne, et Ouais. il y a quoi? Il y a un troisième événement à Amsterdam ou non, peut-être Il pas y a eu même. Bitcoin Amsterdam, la conférence qui s'est faite l'année dernière. Je sais pas s'ils vont le refaire à Amsterdam cette année, peut-être. J'ai pas suivi. Mais en Europe, bah, il y a pour la partie corpo et très focus crypto, il y a aussi Paris Blockchain Week qui se Ouais. fait d'ailleurs en avril. En effet, il y a la NFC Lisbonne tous les ans en juin. En Et, Europe, je crois qu'il y a une nouvelle crypto XR qui se fait aussi en non, mais France. spécifique au NFT, ouais, on a vraiment deux gros, Paris Ouais, et ouais, Lisbonne. NFT, c'est ça, ouais. Et
Bon, ces deux événements, ils n'ont pas du tout lieu à la même période, parce que je crois que Lisbonne, c'est plutôt juin-juillet, enfin, c'est courant été. Ouais, c'est début juin. Euh, pour vous, c'est quoi? C'est un peu de la concurrence entre les deux? C'est quelque chose de complémentaire, de totalement différent? Il y a peut-être de C'est pas l'entraide entre... vraiment. Pas du Ouais. tout. Alors, bah, il y a de l'entraide. Ok. On se connaît, hein, les équipes de NFC, on connaît bien, on se côtoie. Bah, d'ailleurs, c'est même, il y a, on a recruté récemment Arthur, un des nouveaux commerciaux, pardon, commercial, non, exact, de NFT Paris, qui avant bossé sur l'organisation de la NFC. Mais enfin, on est en très bon terme, on s'entend très bien. C'est pas vraiment de la concurrence parce que leur positionnement est différent du nôtre, dans le sens où eux, c'est très focus sur les artistes, mettre en lumière toute la partie artistique. Et d'ailleurs, ils font ça super bien. Je trouve ça, ça fait, enfin, les deux dernières éditions, j'y suis allé. On y allait avec toute l'équipe, c'était très cool. On a tous passé un super bon moment. Et c'est bien en fait de mettre en lumière ça. Nous, on essaie de le mettre, mais à moindre échelle, parce que c'est quand même une partie importante du Web3. C'est quand même grâce à ça que les NFT se sont lancés, avec cette utilisation dans l'industrie de l'art. Mais maintenant, on estime qu'avec nous, notre volonté de démocratiser et d'avoir cet événement très global, c'est cette grosse conférence-là, on peut pas uniquement se focus sur soit la NFT, soit l'art, soit autre chose. Il faut qu'on soit beaucoup plus généraliste et qu'on englobe beaucoup plus de d'industries ou de thématiques. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a des positionnements qui sont très différents. C'est pour ça que je dirais pas que c'est de la concurrence. Là où peut-être, entre guillemets, on peut dire que c'est une concurrence, ça serait plus East Denver, qui se fait une semaine et demie après NFT Paris, avec certes un focus très crypto, mais ça devient de plus en plus un concurrent, étant donné que nous, on généralise beaucoup plus et on est moins focus sur les NFT pour être beaucoup plus généraliste. Donc on aborde cette partie, cette thématique crypto aussi. Mais ça devient un concurrent parce qu'en effet, les gens doivent faire un choix entre est-ce que je vais à Denver pour East Denver ou est-ce que je vais à NFT Paris parce que c'est globalement la même période, quoi. Ok. Intéressant. Intéressant. Et pour conclure sur NFT Paris, une question peut-être un peu plus piquante, mais souvent ce qu'on Mm. reproche, alors pas que à NFT Paris, mais bah, tous les événements crypto, c'est que souvent le billet d'entrée il est un peu élevé pour des Ouais. particuliers. Alors je sais il y a la possibilité de participer à peut-être des concours pour avoir des réductions partielles ou totales sur NFT Paris notamment. Qu'est-ce qui explique que que les billets, que ce soit pour NFT Paris ou d'autres, comme toi, tu es un peu dans l'écosystème, ce soit aussi cher? C'est parce que les coûts de structure sont élevés? Qu'est-ce qui le justifie un petit peu? C'est pour filtrer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je suis totalement d'accord avec toi et je partage cet avis-là. Je trouve que c'est trop cher, honnêtement, parce que, et surtout si on a, que ce soit nous ou d'autres événements, parce que je pense que d'autres conférences ont cette volonté de démocratiser ces thématiques-là, ces technologies et d'onboarder plus de personnes à venir découvrir tout ça, en fait. C'est pas forcément en adéquation d'avoir un prix d'entrée si cher. Bah, parce que ça peut freiner. Enfin, j'imagine qu'une personne qui ne s'y connaît pas et qui peut être curieuse va pas du tout se positionner à hauteur de 400, 500, voire même sur certains événements plus de 1000 balles pour Hmm. assister à un événement. Donc je suis d'accord que c'est triste et c'est dommage. Malheureusement, c'est une réalité qui est partagée par tous les événements. En fait, il n'y a pas vraiment d'événements avec des prix d'entrée très bas. Nous, du coup, pour combler, il y a plusieurs choses qu'on met en place. Déjà, c'est qu'on a essayé de se positionner un peu à la baisse par rapport au prix moyen. Je crois que le prix moyen, il est aux alentours des 700 et 800 euros. Euh, et ça peut vite monter même à bien plus. Mais on s'est positionné plus bas. Ça reste quand même cher. Et en fait, pour contrer ça, on fait plusieurs initiatives. Déjà, pour tous les étudiants, en fait, on a des tickets qu'on distribue gratuitement, pardon, via des partenariats avec des écoles pour inviter les étudiants, parce qu'on sait très bien qu'un étudiant n'a pas du tout la capacité financière de lâcher 300, voire même 200 balles en early bird pour assister à une conférence sur 2 jours. Donc on les invite. Il y a une quantité dédiée enfin, qui est disposée chaque année pour ces partenariats écoles. Ensuite, on essaie aussi d'inviter des communautés NFT. Donc on envoie quelques tickets gratuits à droite à gauche
On peut pas offrir à tout le monde forcément, mais on essaie d'onboarder et de faire un maximum. Et ensuite, on a mis aussi à dispo le ticket découverte, le Discovery Pass, qui coûte que 60 euros. Et en fait, ça te donne accès à toute une après-midi, à toute la conférence. Et là, ça peut être un bon juste milieu si t'as pas de NFT ou si t'as pas trouvé un moyen en fait d'avoir un ticket ou un code de réduction. Bah, tu peux quand même venir assister pour pas grand-chose à hauteur de 50-60 euros, quoi. Donc on Ok. essaie en fait d'avoir un juste milieu, mais pour du coup donner plus d'arguments, enfin et t'expliquer pourquoi c'est un prix si cher. Nous de notre côté en fait on est indépendant, enfin on s'autofinance chaque année. On n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de, enfin c'est à travers la recette qu'on fait chaque année qu'on peut réitérer l'événement. Et ce qui fait que ben, faut couvrir tous les frais en effet. Et donc c'est une des sources de revenus qui est importante en fait pour un événement, toute la partie ticketing. Et si on couvre pas les frais, on peut pas se permettre en fait d'être en perte parce que si on est en perte, ça veut dire que potentiellement l'année prochaine on pourra pas l'organiser ou ça va être beaucoup plus complexe, ou ça sera différent, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que ce prix et peut sembler élevé parce qu'il faut en effet qu'on couvre les frais de réservation du lieu, de création de tous les stands, enfin tout un tas de, il y a énormément de frais. Il y en avait Ouais, beaucoup je me plus doute. d'ailleurs au Grand Palais éphémère parce que bah, le lieu était incroyable. Là c'est un peu moins coûteux on va dire, mais du coup on a comblé avec d'autres activations et d'autres activités etc. pour faire en sorte que on puisse quand même délivrer quelque chose de très cool mais qu'on puisse financièrement ben, tenir le coup et être présent sur les prochaines années aussi, quoi. Oui, je me doute que c'est pas par plaisir et que c'est surtout pour couvrir les frais. Exact, Et puis bon, on va exact. pas faire de politique, mais en France, il y a aussi pas mal de taxes, donc ça, forcément, ça freine aussi Aussi, pas mal de choses. aussi. C'est ça. Ok, mais si vous vous débrouillez vraiment bien et vous cherchez à droite à gauche, vous pouvez quand même vous débrouiller pour choper des codes à droite à gauche. C'est Euh, faisable. À travers des collections enfin, on fait pas mal de partenariats avec beaucoup de collections NFT d'ailleurs, en offrant quelques tickets ou en mettant des codes de réduction pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir un ticket gratuit. Donc normalement, il y a pas mal de possibilités de trouver des réductions, soit via des connaissances, soit via des communautés, enfin, des projets que vous holdez ou pas. Sinon, je sais pas quoi vous dire de plus. et On si, peut si pas non après, plus louer gratuitement comme ça. souvent autour des événements crypto, j'en ai pas fait 50, j'en ai fait que 2. Mais il y a aussi des side events. Je pense que Ouais, c'est aussi le cas à côté de NFT Paris. Donc side event, bon événement à exactement. côté pour traduire un peu bêtement. Mais aussi qui sont souvent plus accessibles et même gratuits et qui vous Ouais, permet, sans exactement. participer à l'événement principal, de mettre un pied ben, finalement sur l'événement d'à côté, mais qui est quasiment relié à l'événement principal. En tout cas pour vivre un petit peu l'événement de l'intérieur sans forcément avoir à débourser une somme importante si vous n'avez pas réussi à avoir des réductions, vous n'avez pas forcément les moyens, mais qui peut se comprendre parce que c'est quand même très cher comme Ouais. on l'a dit. Et j'irai même plus loin. Ça peut paraître fou, mais je recommande les gens, ceux qui n'ont pas réussi à avoir un ticket ou qui souhaitent pas, parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne souhaitent pas venir à NFT Paris. Mais je recommande au moins de venir au side event parce que c'est quand même une énorme plus-value et une grosse force aussi qu'on a avec NFT Paris, c'est qu'on arrive à réunir énormément d'acteurs de l'écosystème au même endroit au même moment. Autour de l'édition 2024, il y a eu, je crois, environ 150 side events d'organiser du lundi au lundi qui Ok. suivait. Et c'est parce que, enfin, on n'avait que NFT Paris. Là, sur la prochaine édition, honnêtement, je pense qu'on va avoir bien plus de side events. Il se peut qu'il y en ait peut-être même plus de 200 parce qu'on ben, on a ces trois autres thématiques, donc beaucoup plus d'acteurs et des acteurs différents qui se positionnent et qui viendront sur place. Il va y avoir énormément de side events. D'ailleurs, je tease un peu, mais j'ai déjà commencé à créer et à bosser sur le Google Sheet qui va recenser tous les side events, en fait, qui sera dispo sur notre site internet. Mais je crois que on le publiera sur Twitter aussi. Euh, ça sortira d'ailleurs dans quelques semaines, pas pour le moment. Mais, euh, mais il va y en avoir énormément, donc c'est hyper intéressant de se positionner et d'aller à droite, à gauche, enfin, visiter d'autres événements.
parce que c'est un des meilleurs moyens en fait de faire du networking, d'aller rencontrer du monde potentiellement que vous auriez pas pu rencontrer dans d'autres circonstances. Donc moi je recommande de faire ça vivement quoi. C'est hyper intéressant. Ouais, et moi, pour le premier événement, c'est ce que j'avais fait. C'était pour l'ETHCC 2022. Le THCC qui en plus beaucoup, c'était à Paris, si je dis pas de bêtises, en 2022. Oui, je crois que l'année dernière c'était Bruxelles, et non, Ouais, je sais plus. Enfin ouais, bon, bref. exact. Et l'année prochaine, ça sera à Cannes. Ok, donc retour en France. Et alors Yes. c'est beaucoup plus corpo, si je dis pas de bêtises, mais du coup les places aussi étaient assez chères, et moi j'avais pas eu de place, pas de réduction, enfin j'avais pas envie de débourser autant pour ça, et surtout que je savais pas trop à quoi m'attendre. Par contre, j'étais allé sur place et j'ai fait Les side un events, ou deux ouais. side events, et c'était ben, une première entrée entre guillemets gratuite, qui permet de voir un petit peu comment ça se passe, et c'était vraiment très cool. Trop bien. Bah voilà. Vous avez deux avis différents du coup qui vous Qui recommandent de faire n'engage des side events. qui n'engage à rien en plus pour le coup. C'est ça. Bon bah super, chouette. De toute façon, on mettra les liens, que ce soit ton lien Twitter perso et celui d'NFT Paris, si vous voulez creuser un petit peu plus. Sachant que quand l'épisode sortira, on sera, je pense, à un petit mois de l'échéance. Aujourd'hui, il reste encore des places? Il reste encore des places, en effet. Ok. Il reste des possibilités à travers certains projets NFT d'avoir des places. Après, ne tardez pas trop parce qu'on est encore sur un tarif, je crois, je sais plus si on est regular ou early bird, mais au fur et à mesure qu'on approche de l'événement, en fait, le coût du ticket va augmenter avec bah, le Ouais. tarif late, regular et tout ça. Donc, On sait, euh, hein, donc c'est dans les forcément cryptos, plus intéressant. il faut toujours être early dans les cryptos. Exactement. Donc, Bon, il faudrait se positionner rapidement, en effet. ok, super. Et bah, très intéressant. Merci pour ce retour sur NFT Paris. Euh, Avec plaisir. à mon habitude, je finalise tous mes épisodes de podcast avec trois questions de fin. Et Yes. tu ne vas pas déroger à la règle. Et la première Pas de question, du souci. coup, que je voulais te poser, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Budget illimité. Oh, Ouais, waouh. l'argent n'est plus un Euh, problème. Tu peux ok. te faire Je, plaisir. je pense que je prendrais un peu Ouais, parce que mine de rien, c'est quand même la collection qui délivre le plus, la plus en vogue. Et, bon, c'est un peu cher là, mais j'en achèterais un vu que j'aurais budget limité. Je me prendrais quand même un Clonix pour le fun de me dire, bon, j'ai enfin réussi à avoir mon Clonix. Et je pense que je m'achèterais des trucs, alors côté artistique aussi, un Fidenza ou un Chromie Squiggle. Fidenza, parce ouais. que je trouve ça vraiment pas mal. Et puis même sur la partie investissement à long terme, enfin, c'est un truc que je pourrais afficher chez moi sans problème. Chromie Squiggle, pareil, en plus, pour avoir eu la chance de discuter avec Eric Calderon d'Artblocks, enfin, ce gars est incroyable, hyper inspirant. Donc je me dis juste pour supporter l'humain aussi derrière et parce que je trouve, bah, d'un point de vue historiquement parlant, c'est quand même une grosse collection. C'est pas n'importe quoi. Je prendrai un Chromie Squiggle aussi. Et après sûrement un CryptoPunks aussi, hein, pour le fun de dire, bon, bah, voilà, j'en ai un. Et si tu devais vraiment choisir qu'un parmi ceux que tu as évoqués, Ah ouais. vraiment un seul. Euh, je, j'hésite entre Pudgy et CryptoPunks. Je pense que je dirais quand même CryptoPunks parce que avoir un Punks, mine de rien, en fait, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et c'est tellement connu par tout le monde que le nombre de portes que ça peut t'ouvrir, je pense, est quand même beaucoup plus élevé que le nombre de portes que le fait d'avoir un Pudgy puisse t'ouvrir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement, je comprends. Puis c'est un peu le boss final dans les collectibles PFP. C'est ça, c'est Et ça. historiquement, on sait qu'il n'y en aura pas un plus important, bah parce qu'il n'y a pas de Ouais, collections qui pourront être créées avant les CryptoPunks. ouais, c'est ça. Ok, super. La deuxième question, c'est qui aimerais-tu entendre sur le podcast en francophone? Qui aimerais-tu que je reçoive? Hmm. Est-ce que ça doit être focus NFT ou ça peut être différent? Plutôt lié au NFT, comme c'est un peu le sujet Quand je de dis différent, l'épisode. c'est un mode plus peut-être axé crypto ou DeFi.
Bon, ou autre. ouais, dis-moi ce que t'as en tête. C'est- Qui ça serait intéressant? En fait, je sais pas si je te donne un nom où moi je me dis, ah, ça serait cool que telle personne vienne sur ton podcast pour prendre la parole parce que c'est une personne intéressante. Mais je connais déjà la personne où je me dis, moi personnellement, peut-être que j'apprendrai quelque chose ou pas. Ou est-ce que je me dis, qui est-ce que j'aimerais entendre parce que je serais curieux d'en savoir plus sur la personne. Ça, c'est toi qui C'est as le dilemme. Ouais, c'est c'est toi le qui as la dilemme. réponse. C'est le dilemme. C'est le dilemme. Plus axé crypto, je te dirais Raphaël Potard, parce que c'est un point que j'ai pas abordé d'ailleurs tout au long du podcast, mais c'est le nouveau président France de Cryptosphère. Et d'ailleurs, je le remercie encore parce qu'il vient de me proposer, enfin, il m'a proposé, donc je deviens aussi avec lui le vice-président France de Cryptosphère. Cryptosphère, je sais pas si tu connais, c'est une association, c'est la plus grande association étudiante tech en fait, qui forme les étudiants sur toutes ces thématiques, blockchain, IA, cybersécurité, fintech. Ok, Et c'est la plus grande en Europe. Et du coup, à partir là de 2025, c'est le nouveau président sur l'année 2025 avec qui je vais travailler moi personnellement en tant que vice-président. Et il est hyper intéressant. Je pense que j'apprendrai pas mal de choses de lui. Il est plus côté crypto. C'est pour ça que je posais la question. Mais je ouais, pense que, il peut avoir pas mal de choses hyper intéressantes à dire. Il est family officer, enfin, il bosse en finance et tout. Il a pas mal de bons contacts, il a pas mal d'expérience, il a fait pas mal de trucs pour l'asso elle-même, mais aussi dans la crypto. Donc je pense que ça peut être un bon truc. Je lui en toucherai deux mots, je lui enverrai la fin de ce podcast pour qu'il écoute ça, quoi. ok, canon, super. Merci beaucoup. Et dernière question du coup de ce trio de fin, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Waouh. Je dirais prenez le temps de bien vous former. Moi, c'est un truc, je suis content de l'avoir fait et j'essaie vraiment de mettre ça en place et de recommander ça le plus possible autour de moi. Ben, notamment avec cet assaut, mais aussi d'un point de vue personnel à mes proches qui commencent à se pencher parce que le bull market est revenu, donc forcément les novices et les normies, on va dire ça comme ça, reviennent à grands pas. Et j'essaie vraiment de pousser cette démarche de d'abord formez-vous, comprenez ce que c'est, comment ça fonctionne, pour ensuite se pencher sur la partie financière et spéculative. Parce que si vous brûlez les étapes, vous allez vous brûler les ailes, perdre beaucoup d'argent bêtement et c'est pas l'objectif. Et je pense que de plus en plus, on a beaucoup d'outils qui permettent de bien se former. Donc c'est pour ça, ça serait ça mon conseil. Formez. Eh ben, un conseil très sage pour un étudiant. Bah, J'essaye. écoute, merci beaucoup Antoine. On retrouvera tous tes réseaux Merci à toi. sociaux en description. Merci de nous avoir Parfait. écoutés. Et puis on se retrouve à NFT Paris du coup. Avec plaisir. Salut, merci Allez, beaucoup. ciao. Ciao.